Vous écoutez le journal des diasporas africaines. Vous le savez, l'actualité, c'est ce qui se passe actuellement en Tunisie. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité nationale, le président tunisien Kaïs Saïed a tenu des propos très virulents à l'égard des migrants africains, associant leur présence à une volonté de faire de la Tunisie uniquement un pays d'Afrique noire et non pas un membre du monde arabe et islamique. Le président tunisien a été vivement critiqué pour ses commentaires et l'Union africaine a même condamné ses propos. Il faut savoir également que l'ambassade de Côte d'Ivoire, l'ambassade du Burkina Faso ont lancé des appels à leurs ressortissants en Tunisie pour les aider à quitter le territoire tunisien face au sentiment d'insécurité grandissant au sein de la communauté subsaharienne. Il s'agit bien de cette communauté-là. Alors, je vous propose d'écouter le témoignage d'un Ivoirien. Il s'appelle David, il vit en Tunisie depuis 6 ans, il a 40 ans. Écoutez son témoignage, il a un message fort à lancer aussi bien au président Alassane Dramane Ouattara, à l'Union africaine, mais aussi à la jeunesse africaine et ivoirienne. Écoutez-le. Maintenant, mon deuxième message va à l'endroit de la jeunesse elle-même. En fait, nous-mêmes, en tant que jeunes, nous négligeons ou bien nous rejetons, comme on appelle là, ce potentiel que nous avons dans nos pays. Nous avons les terres de l'agriculture, nous avons beaucoup de choses que nous pouvions faire. Mais nous laissons tout ça pour venir. Bon, attends, moi j'ai refusé de travailler chez moi au village. J'ai refusé de cultiver la terre. Mais je suis venu en Tunisie, mais c'est la terre que je cultive. Je travaille dans les champs des Tunisiens. Et ce que moi je refuse qu'on me donne comme un salaire, comme on appelle journalier au pays, c'est ce que je reçois ici. Donc, quand ici le travail est doublement plus dur, puisque la terre c'est une terre sèche, c'est doublement plus dur que chez nous au pays. Donc, quand c'est comme ça, tu te mets dans un regret. Si je savais, j'allais rester. C'est pour dire à la jeunesse. C'est pas parce qu'on ne veut pas que la jeunesse sorte. Nous, on a vécu, nous avons un peu l'expérience. Mais c'est bien de sortir celui qui veut qu'il sorte. Mais qu'il sache que dans un pays arabe, s'il arrive dans un pays arabe, sa vie peut se retourner dans un calvaire. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix, la radio des diasporas africaines. Alors David, bonjour. Bonjour madame. Alors j'aimerais que vous vous présentiez. Vous êtes de nationalité ivoirienne et vous résidez en Tunisie depuis combien de temps? Nous sommes la 6e année. La 6e année, d'accord. Okay. Vous êtes étudiant? Non, je suis un immigré, un travailleur en fait. Vous êtes un travailleur? Je suis une façon de travailler, enfin de pouvoir subvenir aux besoins de la famille. D'accord. Vous êtes un travailleur régularisé ou sans papier? Non, sans papier, la plupart. La plupart. Sans papier, tous les travailleurs, oui, tous les travailleurs. Alors pourquoi avoir choisi la Tunisie? Bon, en fait, c'est pas un choix en tant que tel. C'est d'abord, vous savez que quand on ne quitte pas par hasard nos pays, voilà, c'est par rapport à une circonstance, voilà. Et c'est par rapport à une circonstance au niveau du pays, le travail qui manque, et la situation étant difficile. Voilà quoi, tu décides de chercher un endroit où poser la tête. Voilà, afin de voir dans quel, comme on appelle, optique, dans quel truc s'occuper de la famille. Donc voilà, comment est-ce que j'ai choisi. Voilà, sinon c'est pas un choix, mais bon, ma tête s'est posée comme ça sur la Tunisie. Je me suis dit que peut-être en venant ici, j'allais retrouver un peu, voilà, avoir quelques moyens d'intention de retourner au pays pour faire quelque chose, quoi. C'est un peu ça. Sinon, je ne connaissais pas en tant que tel la Tunisie, comment ça s'est passé, ce qui s'est passé ici, rien. J'ai décidé qu'un beau matin de me lever d'aller en Tunisie. C'est tout. Alors, vous êtes informé des propos de l'actuel président de la Tunisie, hein? Oui, ça c'est notre quotidien. C'est le quotidien? Oui, bien sûr, c'est le quotidien. En fait, les propos du président ne nous étonnent pas, nous qui avions passé assez de temps ici. Voilà quoi.
c'est pas nouveau pour nous dans les actes, mais c'est au niveau des propos que lui-même il a tenus qui est nouvelle. Oui, Voilà. parce que c'est Sinon, que... au niveau du... D'accord. Donc ça veut dire que cette situation de discrimination, de racisme, vous le vivez au quotidien, mais le fait que ce soit le président de la Tunisie qui dise des choses aussi dures, c'est que c'est comme si la discrimination était validée au plus haut sommet de l'État. Voilà, voilà, bien sûr, c'est justement ça. Sinon, nous l'avions vécu depuis, nous le vivions depuis. Voilà, c'est ce que nous vivions au quotidien. Mais c'est parce que c'est lui-même qui a pris, comme on appelle les choses en main. Voilà, comme voilà, le chef de l'État. C'est ce qui a fait que ça a empiré les choses ou bien ça a généralisé. Voilà quoi. Sinon, c'est le quotidien que nous vivions. Alors, on a interpellé, semble-t-il, 300 personnes en seulement une semaine. Bon, je ne saurais vous donner le nombre total, mais c'est pas, ça dépasse, ça, 300 personnes, c'est rien, ça c'est un chiffre qu'ils ont donné. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe sur le terrain. Rien. 300 personnes, ça c'est en une journée. Ne parlez pas d'une semaine. Il faut vivre ici en Tunisie pour savoir de quoi il s'agit, madame. Alors justement, est-ce que vous pourriez nous expliquer votre condition de vie en Tunisie, David? Bon, oui, bon, les conditions de vie en Tunisie, comme j'ai dit, bon, je commence simplement de là où, depuis que le président Saïd a décidé de prendre des mesures voilà, contre nous, voilà, nous traitant comme on appelle, de criminels. Voilà comment est-ce que, bon, avec les ordres qui ont été donnés, donc la police a commencé à faire des arrestations arbitraires sans même savoir si d'autres ont des papiers ou pas. Parce que parmi nous, en fait, il y a des étudiants. Voilà quoi. Mais quand ils arrêtent, ils ne prennent pas la peine d'abord de vérifier avant d'arrêter. Ils arrêtent d'abord. Voilà, ils vous amènent au poste. Voilà, et ceux qui résistent, c'est à coup de matraque. Voilà quoi. Avec vous êtes menottés comme si vous avez vendu la drogue ou quoi. Donc c'est arrivé là-bas qu'ils prennent le temps, ils regardent maintenant ceux qui ont les papiers, et puis bon, on les libère. Voilà, et même dans cette chasse à l'homme là, il y a des Tunisiens qui ont la même peau que nous. Hein. Ils ont le même visage, ils ont tout, on est presque la même chose. Et eux aussi sont arrêtés. C'est arrivé au poste qu'ils se rendent compte. Voilà, donc ça fait que eux-mêmes, leurs propres frères font partie de cette situation. Sauf que, comme on appelle là, les Tunisiens noirs ne peuvent pas en parler. Voilà, parce qu'ils sont Tunisiens, parce qu'eux-mêmes ils vivent ça aussi, puisqu'on les prend pour les envoyer à la police en pensant que c'est nous. Donc, depuis là, ils ont commencé à nous chasser. Donc, ça fait qu'on ne peut plus aller au travail, ils ont même, euh, ils ont même signé des papiers, ils ont même donné des notes pour ne pas comprendre dans les transports de ville en ville, chacun reste cloîtré chez lui. Dès que tu sors, on t'arrête. Soit c'est les jeunes du quartier qui se mettent à vous lapider à coups de cailloux. Bon, voilà un peu ce que nous vivons comme discrimination au quotidien, quoi. Voilà un peu ça. Alors, il y a quand même Voilà des ce que je veux dire. associations qui se mobilisent. Comment vous appréciez ça? Moi, en tout cas, toute aide est bienvenue. Hein. En tout cas, les associations tunisiennes qui se mobilisent voilà, contre ce phénomène. Vraiment, il y a des Tunisiens qui ne sont pas d'accord. Voilà, mais en fait, les associations tunisiennes luttent contre nous, luttent pour nous aider. Euh, les Tunisiens qui sont avec nous, la plupart sont des Tunisiens qui parlent le français, bien purement le français. Ce sont des Tunisiens qui ont vécu dans nos pays ou bien qui ont eu des parents ou bien qui ont des parents qui ont vécu dans nos pays ou sont des Tunisiens qui sont sortis de ce pays. Mais ceux qui vivent ici, qui ne sont jamais sortis, dans leur entendement, dans leur esprit, ici, c'est leur paradis. Donc, leur manière de voir les choses n'a rien à voir avec ceux qui n'ont pas, ceux qui sont sortis, ceux qui ont une notion, comme on appelle d'autres pays africains. Hmm. Mais par contre, il y a des gens qui sont jamais sortis, mais ils ont une notion de nos pays parce qu'on a vécu avec eux, on les côtoie. Donc, lorsqu'ils nous posent des questions concernant nos pays, on arrive à les expliquer, à les montrer par des vidéos, des photos, comment est nos pays. Donc, eux-mêmes, ils sont émus. Donc, c'est ces gens de personnes-là qui luttent pour nous. Sinon, ceux qui n'ont pas de notion de nos pays, comment est-ce qu'on vit,
Mais eux, ils s'en foutent. Voilà quoi. Donc, Ouais. un Mais peu en ça. attendant, David, comment on vit en Tunisie, comment on travaille en Tunisie quand on est sans papier? Puisque là, d'abord, ils ont les lois à eux. Et les lois concernant les Noirs ici ne nous arrangent pas. Voilà. En fait, ce que le président Saïd a dit, ça fait partie de la loi. Voilà. Ces mesures de répression font partie de la loi. Mais en fait, c'est jamais mis en pratique, c'est jamais respecté parce que il y a un côté qui aime les noirs, il y a un côté qui n'aime pas. Donc ça fait que la loi en fait n'est pas mise en pratique. Sinon, ce qu'il a dit effectivement, réellement, ça est dans les lois. Le fait de prendre des mesures contre nous les noirs, ça a été écrit bien et belle, sur, comme on appelle dans les lois. Et le migrant, après 3 mois ici, voilà, n'a pas, sans papier, n'a pas droit, comme on appelle, n'a droit à rien. Quand on le prend, on le fait faire un temps de prison et après quoi on le rapatrie ou bien on le fait faire un temps de prison, après quoi on le relâche. Ça est dans les lois. Mais puisqu'ils n'ont jamais respecté, ils n'ont pas mis en pratique parce qu'ils n'ont pas trouvé, il y a d'autres qui ne trouvent pas judicieux de mettre en pratique parce que nous sommes tous des Africains. Et depuis un certain moment, ça a commencé à prendre l'ampleur. Nous, auparavant, on sortait par le travail, il n'y a pas de souci. Hein. La police est là, il n'y a pas de souci, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, en fait, ils ne nous faisaient rien, on partait au travail, on venait. Voilà quoi. Bien même qu'ils aient interdit. Mais c'est depuis que le président a dit de prendre les mesures que tout a changé. Voilà, ça fait que maintenant on ne peut plus sortir pour aller ni au travail, même pour aller à la boutique pour payer du pain, mais on a tous les problèmes. Donc c'est un peu ça. Alors, vous avez des parents en Côte d'Ivoire? Bien sûr, bien sûr. Ils sont sûrement inquiets. Mes parents. Oui, tous les parents sont inquiets, mais nous, on les rassure, quoi. On est obligé de les cacher la vérité, on les rassure. Voilà, quoi. Voilà. Mais le pire même, en fait, il y a quelque chose que nous-mêmes, on ne comprend pas. Donc, vous trouvez que nous ne sommes pas les bienvenus dans votre pays et qu'il faille que nous, on retourne. Bon, nous sommes d'accord pour retourner, mais on retourne comment? Puisque dès lors où tu mets ton pied ici, après les 3 premiers mois, tu es sous une pénalité de 90 dinars par mois qui est, bon, en truc, ça fait 80 dinars, ça fait peut-être 16 000 francs, c'est francs en français. Voilà, et vous mettez une pénalité de 90 dinars chaque mois qu'on doit payer. Pourtant, nous sommes interdits de travailler. Donc, on n'a pas droit au papier, mais vous mettez, comme on appelle là, une amende, une pénalité de 90 dinars chaque mois que nous devons payer. Du coup, quand tu te retrouves à 1 an, imagine ce que tu dois payer, près de 3 000 dinars. Donc vous êtes coincé. Donc ça fait qu'on ne peut pas sortir. Si l'État tunisien avait annulé cette pénalité, que la pénalité n'existait pas, madame, je vous aurais assuré que ce phénomène n'allait pas arriver parce que plusieurs personnes allaient retourner tranquillement. Il y a des milliers de subsahariens qui veulent retourner, mais à cause de cette pénalité, ils ne peuvent pas. Parce qu'on n'a pas d'argent. On vient dans l'intention de travailler pour s'en sortir, mais en fait, au fur et à mesure que le temps passe, on se rend compte qu'on perd du temps parce que le travail pour lequel on est venu, on n'est pas bien énuméré. Et souvent, la plupart, on n'est pas bien payé. Tu ne peux pas être payé à la police. Et puis bon, même la même police qui est là pour nous, la même police souvent rentre dans nos maisons, ils cassent les maisons, ils pillent tout. Même la même police pille tout dans notre maison. Bon, en fait, on travaille pour ne rien. Les propriétaires, les patrons ne nous payent pas. La police nous pille, la population, la jeunesse, ils sont assis que dans les cafés, ils ne font rien, ils ne font que boire parce qu'ils sont encouragés par les parents, ils ne font que boire dans la soirée. Quand on quitte au travail, ils nous pillent, ils arrachent nos sacs devant les parents, ils nous poignardent. C'est un quotidien. Mais bon, annuler la pénalité pour qu'on puisse partir, zéro. Et vous seriez prêt à partir de la Tunisie? Mais il y a plusieurs qui veulent quitter ce pays, mais on ne peut pas à cause de la pénalité. C'est ça en fait le problème. Donc la deuxième option qui est l'option la plus rapide et facile, c'est la traversée de la Méditerranée. Ça c'est clair. C'est clair. Parce que, imaginez, pour traverser la Méditerranée, on paye au moins 4 000 dinars. Mais pour retourner au pays, on doit payer une pénalité de 4 000 dinars. Bon, entre retourner au pays
et puis prendre la traversée au risque de ta mort et que si Dieu te protège, tu arrives. Tu préfères traverser là quand Dieu te protège, tu arrives en Europe, tu t'occupes de la famille, en fait, c'est ça. C'est les lois, les mentalités, les lois qui nous poussent à traverser. Sinon, quand on vient ici, là, la plupart ne savent même pas qu'on traverse. La plupart viennent en intention de se débrouiller, de retourner. Mais quand tu arrives sur le sol et que tu fais face à la réalité, c'est là que tu te rends compte que les gens traversent. Mais toi, tu as peur de traverser parce que tu te dis que tu vas mourir. Mais quand tu es opprimé, quand on prend ton argent, quand on te poignarde, on te pourchasse, mais entre traverser et puis mourir ici sur le terrain, c'est mieux de traverser. Au moins, on sait que tu es mort en combat, en vaillant guerrier. Donc voilà un peu notre manière à nous de voir les choses, quoi. Alors l'Union africaine a condamné les propos du président de la Tunisie. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, nous saluons d'abord, comme on appelle cette condamnation. Mais le vrai problème, c'est pas de condamner. Le vrai problème, c'est de prendre des mesures afin de nous protéger. Parce que nous, les subsahariens, nous sommes vulnérables dans ce pays-là. 0,2% de subsahariens ici en Tunisie. Mais malgré ça, ils disent que nous, on est venus pour prendre les pays. Mais c'est vraiment insensé. Bon, et comme on appelle l'Union ambassade, et l'Union, comme on appelle l'Union L'Union africaine, africaine. condamne sans prendre des mesures, sans essayer de régler le problème à fond, ça ne veut rien dire, ça ne veut rien dire parce que c'est nous qui sommes sur le terrain, c'est nous qui souffrons. Vous condamnez, mais qu'est-ce que vous faites pendant ce temps pour nous qui vivions, nous qui dormions au dehors, nous qui avons des enfants qui sont mobiles de rester au dehors, n'est pas travailler, vous faites quoi pour nous? Quelles sont les mesures que vous avez prises? Rien. Même les ambassades ont fait des réunions avec le ministère, comme on l'appelle là, de l'Intérieur. Rien. Ils ont pris que des photos sur la toile pour nous amadouer. Pendant que nous souffrons, nous, sur le terrain, nous souffrons. C'est ça, en fait. Pourtant, en Côte d'Ivoire, il y a des Tunisiens qui vivent à l'Est. En Guinée, il y a des Tunisiens qui vivent à l'Est. Mais est-ce pour autant le président de la Côte d'Ivoire a dit que les Guinéens viennent pour prendre le pays? Non. Mais la Tunisie, ou pour ne pas dire les Arabes, ils ont une mentalité hors commun. Ça n'a rien à voir avec la mentalité humaine, tel qu'un homme réfléchit, tel qu'un homme pense normalement. Ça n'a rien à voir avec la pensée d'un Arabe. C'est très différent d'une personne d'une autre nationalité. Un Arabe a une manière de penser autrement d'une autre nationalité. Voilà pourquoi nous subissons cette situation. Donc c'est un peu ça. Alors, est-ce que vous avez un message, s'il y avait un message à donner aujourd'hui à toutes les personnes qui vous écoutent, à qui irait ce message? Bon, personnellement, le message, je pense que ça va à l'endroit d'abord de nos responsables, de nos différents présidents africains. Voilà. Qu'ils sachent qu'on ne sort pas de nos pays parce qu'on a l'envie. On sort de nos pays à cause du manque de moyens. Voilà quoi, à cause du manque de moyens. Quand tu es le grand frère de la famille et que toi qui es le grand frère, tu ne travailles pas parce que tu as passé tous les concours, tu as tout fait, mais tu n'as pas de travail. Tu es obligé de te débrouiller pour sortir. La famille cotise pour que tu sortes. Donc il faut que les présidents africains puissent essayer de voir dans quelle mesure essayer d'aider la jeunesse. Voilà, on n'aide pas la jeunesse dans la télévision où on dit donc on a mis telle somme à la disposition de la jeunesse, mais dans la pratique la jeunesse souffre. C'est pas comme ça. Donc c'est à cause du manque de moyens, du manque, comme on appelle, du travail que la jeunesse sort. Donc il faut que les présidents africains puissent essayer de voir ce côté. Maintenant, mon deuxième message va à l'endroit de la jeunesse elle-même. En fait, nous-mêmes, en tant que jeunes, nous négligeons ou bien nous rejetons, comme on appelle là, ce potentiel que nous avons dans nos pays. Nous avons les terres, de l'agriculture, nous avons beaucoup de choses que nous pouvions faire. Mais nous laissons tout ça pour venir. Bon, attends, moi j'ai refusé de travailler chez moi au village. J'ai refusé de cultiver la terre. Mais je suis venu en Tunisie là. Mais c'est la terre que je cultive. Je travaille dans les champs des Tunisiens. Et ce que moi je refuse qu'on me donne comme un salaire, comme on appelle journalier au pays, c'est ce que je reçois ici. Donc, ici, le travail est doublement plus dur, puisque la terre, c'est une terre sèche, c'est doublement plus dur que chez nous au pays. Donc, quand c'est comme ça, tu te mets dans un regret. Si je savais, j'allais rester.
c'est pour dire à la jeunesse, c'est pas parce qu'on ne veut pas que la jeunesse sorte. Nous, on a vécu, nous avons un peu l'expérience. Mais c'est bien de sortir celui qui veut qu'il sorte, mais qu'il sache que dans un pays arabe, s'il arrive dans un pays arabe, sa vie peut se retourner dans un calvaire. Même la mort peut le prendre. Donc c'est mieux d'éviter tout ce qui est pays arabe, de chercher à aller peut-être dans d'autres horizons, ou bien de cultiver la terre, ou bien de rester dans son pays pour essayer de faire quelque chose, quoi. Donc voilà un peu le message. Pas de message au président Ouattara, Alassane Dramane Ouattara? Oui, voilà, oui, c'est le premier message que j'ai envoyé au président africain. Il fait partie, puisque c'est lui qui est le leader, c'est lui qui est, bon, pour le président ivoirien, c'est lui qui est le père de la nation. Voilà. Personnellement, moi, j'ai de l'estime pour ce monsieur, qu'en voyant ce qu'il fait. Voilà, moi je sais, moi en tant qu'un enfant de Dieu, je sais que c'est Dieu qui établit l'autorité. Et que les pensées de l'homme n'ont rien à voir avec celles de Dieu. Simplement, il y a des gens qui n'ont pas voulu peut-être que le président Hassan soit président. Mais il est. Donc du moment où il est le père de tout le monde, de ceux qui veulent ou de ceux qui ne veulent pas. Ce que je demande au président, vraiment, pour sa bonté, sa grandeur et son estime, pour son amour pour le peuple qu'il aime, qui est la Côte d'Ivoire et sa population, qu'il essaie de voir dans quelle mesure essayer de renvoyer toute la jeunesse en Côte d'Ivoire, ça veut dire ceux qui sont les pays du Maghreb, de les renvoyer en Côte d'Ivoire et de ne pas les laisser pour compte. Parce que le plus grave, c'est de les laisser pour compte, parce qu'on va se retourner encore dans les mêmes pays, ou bien on va se retrouver en train de vendre la drogue, du fait des trucs. Que le président essaie de voir dans quelle mesure cadrer ces enfants que nous sommes, parce que si lui, il ne dit rien, il ne fait rien pour nous, vraiment on ne va pas pouvoir s'en sortir, parce que sans lui aussi, nous sommes bien, parce que lui, c'est notre père, nous sommes ses enfants. Donc il a le droit, certes, on peut dévier, en tant que les enfants sont toujours comme ça, ils sont difficiles à vivre. Mais le père a le droit de corriger et d'éduquer et d'aider ses enfants dans la situation selon ce qu'ils veulent. Donc ce que je demande, c'est que le président ivoirien ait pitié de nous, pour nous aider à retourner, ça c'est un, et nous aider à nous comme on appelle, à nous aider au niveau du travail ou autre, à pouvoir suivre nos besoins, quoi, de nos familles. Donc voilà un peu le message pour nous. Vous avez quel âge, David? Bon, mais j'ai maintenant 40 ans. 40 ans, et ça fait 6 ans que vous êtes en Tunisie. Si l'Union africaine, ou disons la Côte d'Ivoire, prenait des dispositions pour vous faire revenir dans votre pays, vous accepteriez? Oui, à condition qu'on me promette de ne pas me laisser pour compte, comme j'ai dit, à condition qu'on me dise qu'arriver là-bas, voilà ce qu'on va faire pour toi. Et que vraiment ça soit réel. En ce moment, je pars immédiatement, sans même regarder en arrière. Mais si c'est pour aller pour rester là-bas, ce sera la même mort. Donc je vais préférer rester ici mourir. Merci David d'avoir accepté de répondre à mes questions. Je vous souhaite beaucoup de courage et j'espère que votre message sera entendu. Madame. Merci madame. Merci. C'est la fin de ce journal des diasporas africaines consacré à ce témoignage poignant de David, ivoirien de 40 ans, vivant depuis 6 ans en Tunisie. Vous pouvez réagir sur notre répondeur 06 65 02 12 83 si vous êtes en France. Et pour vous qui êtes à l'étranger et peut-être en Tunisie, n'hésitez pas à laisser vos témoignages au 00 336 65 02 12 83. Une chose est sûre, informer comme migrer est un droit, mais être bien informé est essentiel pour faire les bons choix avant de bouger. Que ce soit dans nos pays ou vers l'Europe, peu importe. Les jeunes Africains, hommes et femmes, ont le droit d'accéder à une information crédible sur la migration. Tout comme les médias et les journalistes africains doivent être soutenus. Dans certains cas protégés lorsque la vérité dérange, pour mieux informer la jeunesse africaine sur les défis et les opportunités qui s'offrent à eux dans la migration. Vous écoutez le journal des diasporas africaines.